Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette première partie du cours calcul de structure dans laquelle on va voir quelques règles générales de béton armé. On va commencer d'abord par des notions d'état limite, puis par les actions permanentes et variables, les caractéristiques mécaniques du béton acier et finalement les déformations et contraintes de calcul. Donc commençons d'abord par les notions d'état limite. Donc on appelle un état limite un état particulier au-delà duquel l'ouvrage ou bien un de ses éléments ne satisfait plus aux conditions pour lesquelles il a été construit. C'est-à-dire si par exemple un bâtiment a été construit pour habitation, si on ne peut plus l'exploiter pour l'habitation, et bien là on dit qu'on a dépassé son état limite. Donc c'est un état qui satisfait strictement aux conditions stabilité, résistance et déformation non nuisibles, bien sûr, sous les effets des actions, des différentes actions, force, moment, couple, etc. C'est-à-dire, le bâtiment doit satisfaire à ces éléments pour qu'il soit exploitable. Donc on verra quelle est la différence entre ces éléments. Donc on distingue deux états limites, un état limite ultime et un état limite de service. Bien sûr, l'état limite ultime est noté ELU et l'état limite de service est noté ELS. Donc, on verra quelle est la différence entre les deux. Donc, pour l'état limite ultime, ELU, donc il correspond à la valeur maximale de la résistance dont le dépassement équivaut à la ruine de la structure. Donc, le dépassement de cet état équivaut à la ruine de la structure. On verra comment. Donc, le dépassement de cet état peut se manifester par une perte d'équilibre statique, c'est-à-dire un renversement ou bien un glissement de la structure, ou bien une perte de résistance d'un de ces éléments, ou bien d'un de ces matériaux, par exemple la rupture d'une section critique, exemple la rupture d'un poteau, d'une poutre, de la dalle, ou bien un problème de stabilité de forme, ce qu'on appelle stabilité de forme. Le cas le plus courant, c'est le flambement des poutres. Donc on verra tout de suite quelques images expliquant ces différents cas de l'état limite ultime. Passons maintenant à l'état limite de service. Pour cet état, il concerne les conditions de bon fonctionnement, c'est-à-dire le bâtiment peut tenir en place, on peut ne pas avoir la ruine du bâtiment, mais le fonctionnement du bâtiment ne sera plus comme il faut. C'est-à-dire, on aura par exemple l'apparition de fissures, des flèches, etc. Donc, les cas les plus courants pour le dépassement, pour cet état limite, c'est la limite de compression de béton, c'est-à-dire pour ne pas dépasser l'état limite de service, il faut s'assurer qu'on ne va pas dépasser la limite de compression de béton, parce que bien sûr, lorsqu'on la dépasse, on aura généralement des fissurations. Limiter les déformations, notamment les flèches, on va les voir tout de suite, flèches, c'est-à-dire la flexion notamment des dalles et des poutres, et limiter l'ouverture des fissures. Pourquoi? Parce que l'ouverture des fissures au niveau du béton vont bien sûr altérer, on aura une altération, une corrosion trop rapide des aciers qui seront en contact avec l'air extérieur. Voilà. Donc là, on a quelques exemples. Par exemple, ici, on a une perte d'équilibre statique. Donc la structure, si on prend par exemple ni la dalle, ni ce voile, ni ces poteaux, donc aucun élément n'est rompu, mais on aura un effondrement, une ruine du bâtiment à cause d'une perte d'équilibre. D'accord? Donc là, la dalle, on n'a pas de rupture au niveau de la dalle, mais on a carrément une perte de stabilité globale du bâtiment. Là, on parle de l'état limite ultime. Donc là, on a un dépassement de l'état limite ultime. Là, c'est l'inverse. Donc là, on a une rupture au niveau d'un des éléments porteurs de ce bâtiment, notamment ici la dalle. Donc là, on a une rupture de la dalle.
donc ruine du bâtiment, automatiquement, on a dépassé l'état limite ultime. Donc ça, c'est un état limite, c'est le dépassement d'un état limite ultime. Même chose ici, donc là, on a ce qu'on appelle le troisième cas de l'état limite ultime, du dépassement de l'état limite ultime, c'est l'apparition d'une instabilité de forme, notamment ici, on parle du flambement des poteaux. Flambement des poteaux. Voilà. Ou bien, là, on a aussi une perte d'équilibre du bâtiment, mais ici, elle est causée par une perte de résistance du sol. Donc, on a ici un tassement des fondations. Donc, automatiquement, on a une perte d'équilibre global du bâtiment et donc la ruine du bâtiment. Donc, tous ces états-là, ces exemples qu'on a vus, sont des exemples pour l'état limite ultime. Passons maintenant à l'état limite service. Donc là, on a une déformation liée à l'état limite de service. Là, on parle de flèche, c'est-à-dire la flèche, c'est-à-dire la flexion en quelque sorte des éléments soumis à la flexion simple. Normalement, là, on parle des dalles et des poutres. Donc, pour éviter le dépassement de l'état limite de service, il faut limiter l'apparition de ces flèches. Aussi, le cas le plus courant pour le dépassement de l'état limite de service, c'est l'apparition de la fissuration, l'apparition des fissures, notamment sur ou bien au niveau des éléments de structure. Donc, ce sont les deux états les plus courants pour le dépassement de la limite de service. Passons maintenant à la deuxième partie. Donc, on va parler ici des actions permanentes et variables. Lorsqu'on dit action, c'est-à-dire les charges qui s'appliquent sur la structure, c'est-à-dire les forces en quelque sorte, les forces qui s'appliquent sur les éléments notamment de structure. Donc, on distingue les charges permanentes et les charges variables. On verra tout de suite quelle est la différence entre les deux. Donc, il s'agit de déterminer la nature, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de permanente ou bien variable, la nature, et l'intensité, c'est-à-dire la valeur des différentes charges ou actions qui agissent sur une structure et en particulier sur un de ces éléments, parce que généralement, pour étudier une structure, on la décompose en plusieurs éléments. Par exemple, pour étudier la structure d'un bâtiment, on va la décomposer, on va étudier les poteaux d'abord, finalement, on va étudier la dalle, les poutres, puis les poteaux, puis les fondations. On va suivre bien sûr ce schéma, dalle, poutre, poteau et puis semelle ou bien fondation. Voilà, donc il faut étudier chaque élément à part, poteau, poutre, plancher, fondation, etc. Voilà. Donc, concernant les actions permanentes, ces actions sont notées grand G. Pourquoi ils sont appelés permanentes? Ils ont une intensité constante ou très peu variable dans le temps, c'est-à-dire permanente, c'est-à-dire ils sont toujours appliqués. Des exemples donc pour les charges permanentes, par exemple le poids propre de la structure. Si on est en train par exemple d'étudier une poutre, donc son poids propre est considéré comme une charge permanente. Aussi, les différentes actions permanentes qui s'appliquent sur cet élément de structure. Par exemple, le poids des cloisons. La cloison ou les cloisons sont des éléments qui sont toujours existants. Donc, même chose pour les revêtements du sol, même chose pour les machines. Là, on parle des machines fixes. D'accord? Parce qu'on peut avoir des machines mobiles. Donc, leur poids donc entre dans les charges variables. Mais là, on parle des machines fixes. Par exemple, une machine de climatisation qui sera fixée toute la vie, durant toute la vie du bâtiment, par exemple. Donc, son poids est considéré comme une action permanente. Aussi, les poussées des terres, notamment sur les murs ou les voiles de fondation, ou bien sur les murs de soutinement, sont considérées comme des charges permanentes, et les pressions des liquides aussi pour les réservoirs et les barrages. Concernant les actions variables, donc ils sont notés grand Q, et elles ont bien sûr, comme l'indique leur nom, une intensité qui varie de façon importante dans le temps. C'est-à-dire parfois elles sont appliquées, parfois non. Donc on distingue 3 ou bien 4 catégories donc, de charges variables.
Les charges dues, on parle des charges d'abord d'exploitation. Donc, comme l'indique leur nom, ils sont dus à l'exploitation des bâtiments, des éléments de la structure. Donc, on parle de charges qui sont dues au poids des utilisateurs et du matériel utilisé. Bien sûr, là, on parle du matériel mobile, de petits matériels. S'il s'agit d'une machine qui est fixe et généralement qui aura une grande taille, on peut la faire entrer dans les charges permanentes. Aussi, les charges climatiques sont considérées comme des charges variables. Si on prend par exemple le vent ou bien la neige, parfois leur charge, leur intensité s'applique, parfois non. Donc, on les considère aussi comme des charges variables. Aussi, les effets dus à la température, notamment la dilatation et le retrait, donc, sont considérés comme des charges variables. Bien sûr, ces effets de la température n'entrent pas au niveau du calcul parce qu'on peut traiter ce problème par des dispositions constructives. Par exemple, il faut prévoir au niveau de la structure des joints de dilatation. Aussi, les actions accidentelles, on peut les considérer, sont classées aussi parmi les actions variables. Par exemple, les séismes, les chocs de véhicules, les explosions, etc. Bien sûr, pour calculer un élément de structure, il faut déterminer toutes les actions qui s'appliquent sur ces éléments et il faut les combiner pour faciliter les calculs. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, dans le cas le plus courant, on prend d'abord le cas du poteau. Donc, dans le cas le plus courant, les poteaux de bâtiment, donc de rive intérieure, donc généralement pour les poteaux, l'unique combinaison d'actions à considérer, c'est 1,35G plus 1,5Q, c'est-à-dire les poteaux sont calculés à l'état limite ultime. Ça, c'est une combinaison des charges à l'état limite ultime, c'est-à-dire on va calculer les différentes charges permanentes, qu'on a vu, les poids propres, les surcharges permanentes, etc. Et on va calculer les différentes charges d'exploitation, puis on va les combiner à l'aide de coefficients de sécurité. 1,35 pour les charges permanentes et 1,5 pour les charges d'exploitation. Donc, cette combinaison, toute cette valeur, c'est la charge totale appliquée sur le poteau. Bien sûr, là, on va parler de l'effort normal parce que les poteaux sont des éléments verticaux. Les charges aussi sont verticales du haut vers le bas. Donc, l'effort qui s'applique sur le poteau, c'est un effort normal. Il est toujours calculé à l'état limite ultime en utilisant cette combinaison d'actions 1,35G plus 1,5Q. Concernant les fondations, les planchers et les poutres, ils se calculent dans les deux états. L'état limite ultime, donc la combinaison qu'on vient de voir, 1,35G plus 1,5Q, avec 1,35 et 1,5 sont du coefficient de sécurité. Et puis, à l'état limite de service, c'est-à-dire on peut combiner les deux charges permanentes et variables sans coefficient. Donc là, on parle d'une combinaison d'actions à l'état limite de service. Donc on verra dans quel cas on va utiliser les deux. Je donne l'exemple des fondations. Pour le dimensionnement des fondations, le calcul de dimension des semelles par exemple, on utilise la combinaison à l'état limite de service. Et pour le calcul de ferraillage des semelles, on va utiliser les deux. Donc on verra ça dans les chapitres suivants. Donc, dans le chapitre des sons de charge, on verra en détail comment déterminer les différents types de charges appliquées sur les éléments porteurs d'un bâtiment. On verra que les différentes charges permanentes et d'exploitation, bien sûr, elles sont normalisées. On utilise des normes pour les calculer, pour calculer les poids propres, etc. Donc, on verra tout ça au niveau du chapitre des sons de charge. Passons maintenant à la troisième partie. Bien sûr, là, on travaille sur des éléments construits en béton armé, donc on doit parfaitement connaître les caractéristiques de ces éléments, le béton et l'acier. Ce sont les deux matériaux qui constituent le béton armé. Mais bien sûr, on va s'intéresser ici aux caractéristiques mécaniques, parce que ce sont les caractéristiques qu'on va utiliser qui nous intéressent là, qu'on va utiliser dans les calculs. Donc pour les bétons, ils sont caractérisés par leur résistance caractéristique à la compression. C'est le paramètre qu'on utilise au niveau du calcul. Bien sûr, la résistance caractéristique à la compression se calcule à G jours.
avec G jours, c'est quoi? C'est l'âge du béton. Parce que bien sûr, la résistance augmente avec l'âge jusqu'à 28 jours où il commence à se stabiliser. Donc à 28 jours, on dit que le béton déjà a atteint donc jusqu'à 97-98% de sa résistance. Voilà. Donc, comment calculer cette résistance caractéristique à la compression? Bien sûr, à travers des expériences au niveau du laboratoire. Donc, cette résistance est mesurée sur des cylindres droits de révolution donc 200 cm², deux sections bien sûr, voilà, donc uniprouvette, ça on l'appelle uniprouvette en béton. Donc, il a 16 cm de diamètre et 32 cm de hauteur. Bien sûr, cette éprouvette sera confectionnée et généralement, pour calculer donc sa résistance caractéristique à 28 jours, on va la laisser 28 jours, donc durcir pendant 28 jours au niveau du laboratoire, et puis on va la soumettre à ce qu'on appelle un essai d'écrasement. Donc normalement, vous devez voir cet essai au niveau du cours géotechnique. Au niveau bien sûr du cours essai sur le béton, voilà. Voilà. Donc, à partir de cette résistance caractéristique à la compression, on peut déduire la résistance caractéristique à la traction, bien sûr, toujours à G jours. Donc, ce qui nous intéresse pour l'âge et au niveau du calcul, bien sûr, c'est 28 jours. Des essais peuvent avoir lieu avant 28 jours, par exemple à 7, 14, 21 jours, mais ce sont des essais pour avoir une idée sur la résistance du béton, seulement pour des raisons donc, de travail sur chantier. Mais ce qui nous intéresse pour le béton armé au niveau du calcul, c'est sa résistance finale. Et sa résistance finale, donc, en général, est atteinte à 28 jours. Donc, la résistance caractéristique à la traction du béton à G jours se déduit à partir de celle de la compression par la relation suivante. FTJ égale 0,6 plus 0,06 FCJ. Avec FTG, c'est la résistance du béton à la traction. FCJ, c'est la résistance du béton à la compression. Bien sûr, les deux résistances sont exprimées en mégapascal. Par exemple, si on prend FC28 égale 30 mégapascal, on va trouver que FT28 égale 2,4 mégapascal. Comme vous le connaissez déjà, le béton résiste parfaitement à la compression, c'est-à-dire il a une grande résistance à la compression, il travaille en compression, mais sa résistance à la traction est très faible. On verra au niveau des hypothèses des calculs BAOL que sa résistance à la traction est pratiquement négligée. Et là, vous pouvez le voir dans cet exemple, si on a la résistance à la compression égale 30 mégapascal, la résistance à la traction égale seulement 2,4 mégapascal, c'est-à-dire il est négligé devant sa résistance à la compression. C'est pourquoi il faut toujours armer le béton, notamment pour les éléments tendus, parce que sa résistance à la traction est négligeable. Voilà, vous avez ici quelques résistances caractéristiques habituelles du béton. Donc généralement au niveau des éléments béton armés, de structure, donc on exige au moins une résistance de 25 mégapascal. En général, on travaille avec une résistance 25, 27 ou bien 30 mégapascal. C'est ce que vous allez trouver couramment au niveau des CPS des projets. Voilà, donc et bien sûr, la résistance caractéristique, comme vous le remarquez ici, il dépend d'abord de la classe du ciment. Donc vous avez la résistance donc, pour les mêmes conditions, donc augmente avec la classe de ciment. Voilà, mais aussi avec la classe du ciment, mais aussi avec le dosage en ciment. D'accord? Donc la classe du ciment, la résistance caractéristique à la compression, il dépend de la classe du ciment et du dosage bien sûr du béton. Lorsqu'on dit dosage, c'est-à-dire combien de kilogrammes de ciment par mètre cube. Donc vous pouvez remarquer ici, par exemple, pour la même classe de ciment, si on a un dosage de 300 kg par mètre cube, on aura 16
mégapascales. Si on a un dosage de 350, on aura 20 mégapascales. Voilà. Et pour le même, pour la même résistance caractéristique à la compression, on peut utiliser 350 kg de ciment 45 ou bien seulement 325 de ciment 55. C'est-à-dire tout simplement, en résumé, la résistance du béton augmente avec la classe du ciment. Si on augmente la classe du ciment, la résistance augmente. Ou bien si on augmente le dosage du béton, c'est-à-dire le nombre de kilogrammes de ciment par mètre cube de béton. Voilà. On passe maintenant aux aciers. Donc, contrairement au béton, l'acier possède un comportement identique en traction et en compression. C'est-à-dire, on a vu pour le béton, sa résistance à la compression est importante, sa résistance à la traction est très faible, voire même négligeable. Alors que pour l'acier, sa résistance pour la compression est la même pour la traction. Donc, les aciers utilisés en armature de béton armé sont désignés par leur forme. On peut trouver soit des barres lisses, des barres haute adhérence. Généralement, donc actuellement, pour les cahiers de charge, donc, ils prescrivent l'utilisation de barres de haute adhérence. Aussi, leur nuance, on peut parler d'acier doux, mi-doux, dur. Généralement, on utilise au niveau du béton armé des aciers doux parce qu'ils permettent un façonnage facilité des armatures. Bien sûr, la nuance de l'acier, elle dépend du pourcentage du carbone dans l'acier, parce que l'acier c'est un alliage de fer et de carbone. Alliage de fer et de carbone. Donc le pourcentage de carbone dans l'acier détermine bien sûr sa nuance doux, mi-doux ou bien dur. Aussi, ce qui nous intéresse, la caractéristique la plus importante pour nous dans les calculs, c'est la limite élastique de l'acier. La limite élastique de l'acier, couramment appelée résistance de l'acier. Exemple, 235 mégapascales. Donc là, c'est une nomenclature de l'acier. Fe, c'est-à-dire acier, il ne s'agit pas de fer, c'est-à-dire un acier, c'est la référence du matériau acier. E, c'est-à-dire sa valeur de limite élastique, sa limite élastique, et là, la valeur de la limite élastique. Donc, généralement, la nomenclature de l'acier se présente sous cette forme Fe, E, 235, ou bien 215, ou bien 400, ou bien 500. Donc, pour les ronds lisses, on distingue deux limites élastiques, généralement, 215 mégapascales et 235 mégapascales. Pour les hautes adhérences, on distingue des limites élastiques 400 mégapascales et 500 mégapascales. Et on a dit actuellement, ce sont les hautes adhérences, les aciers haute adhérence qui sont les plus utilisés au niveau des ouvrages en béton armé. On peut utiliser aussi des treillis soudés, donc généralement ils sont utilisés pour les dalles. Donc ils sont formés par un assemblage de barres, donc de fils lisses ou haute adhérence. Bien sûr, ils sont soudés, c'est-à-dire ils sont préparés au niveau de l'usine. Donc les aciers sont livrés sous forme de barres de 12 mètres ou bien de 15 mètres, généralement 12 mètres de longueur. Et les diamètres les plus utilisés sont les suivants, donc 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 et 50 mm. Voilà, donc passons maintenant au quatrième partie, les déformations et les contraintes de calcul. Donc là, on verra quelques hypothèses adoptées par le règlement BAOL pour faciliter bien sûr les calculs. Donc, première hypothèse, c'est l'hypothèse de Navier-Bernoulli. Donc, on considère que les sections planes normales à la fibre moyenne avant la déformation restent planes après la déformation. C'est-à-dire une section qui est plane avant déformation reste plane après la déformation. Bien sûr, ce sont des hypothèses qui vont faciliter considérablement les calculs. On considère qu'il y a un non-glissement relatif entre les armatures et le béton. C'est-à-dire, on va considérer que le béton armé est un matériau homogène. Donc, on n'aura pas un glissement relatif entre le béton et l'acier. Pour le béton tendu, on va considérer qu'il est négligé. C'est-à-dire, la traction du béton est négligée dans les calculs. On considère que seul l'acier qui résiste à la traction. Pour le raccourcissement du béton, il est limité à 3,5
en flexion simple, par exemple pour les dalles et les poutres, et à 2, je m'excuse, c'est 3,5 pour 1000, et non pas pour 100, 3,5 pour 1000 en flexion, et 2 pour 1000 en compression simple, c'est-à-dire pour les potons. Et pour l'acier, l'allongement unitaire de l'acier donc est limité à 10 pour 1000. Voilà. Passons maintenant à la quatrième partie, déformation et contraintes de calcul. Donc on va résumer cette partie au niveau de ce tableau-là. Donc si on prend par exemple pour le béton, pour le cas du béton, à l'état limite ultime, on utilise la contrainte FBC qui est égale à 0,85 fois FC28 divisé par θ fois gamma B. Avec 0,85, θ et gamma B sont tous des coefficients de sécurité. Pour le θ, c'est le coefficient d'application des charges. Donc généralement, on prend la valeur 1. Donc on considère une durée donc supérieure à 24 heures, une durée d'application des charges donc supérieure à 24 heures, ce qui correspond à une valeur égale à 1. Donc toujours on travaille par la valeur 1. Pour gamma B, c'est le coefficient de sécurité du béton, donc elle est toujours égale dans le cas des combinaisons fondamentales, donc égale à 1,5. Donc généralement on le prend égal à 1,5. Voilà, donc on calcule FBC qui est noté parfois aussi FBU à l'aide de cette relation. Bien sûr, cette relation c'est en quelque sorte une sécurité sur la résistance à la compression du béton. Normalement, la résistance mesurée par l'essai d'écrasement du béton à la traction c'est FC28. Mais bien sûr, dans les calculs, on ne va pas utiliser cette résistance, on va la soumettre à une certaine sécurité. Donc on va utiliser une valeur inférieure, bien sûr, qui est FBC. Donc le but de ces contraintes de calcul, c'est tout simplement d'avoir une certaine sécurité, une marge de sécurité sur les caractéristiques mécaniques du béton et de l'acier. Pour l'acier, à l'état limite ultime toujours, donc on utilise la contrainte de calcul FSU qui est égale à FE divisé par gamma S. Avec FE, c'est la limite élastique de l'acier, par exemple 400 MPa ou 500 MPa pour haute adhérence. Et pour le gamma S, il est égal à 1,15. Le gamma S, c'est quoi? C'est le coefficient de sécurité de l'acier. Donc il est toujours égal à 1,15. Concernant l'état limite de service, la limite, donc la contrainte limite de traction de compression de béton, sigma BC bar égale à 0,6 fois FCJ, notamment FC28. Donc 0,6 FC28. Donc normalement, comme on l'a déjà vu au niveau de l'état limite de service, il ne faut pas dépasser la limite de compression de béton. Pour ne pas le faire, donc il ne faut pas dépasser sigma BC bar, qui est égal à 60% de la résistance caractéristique du béton à la compression. Pour l'acier, toujours à l'état limite de service. Donc la valeur de la contrainte limite de traction de l'acier dépend du type de fissuration. C'est-à-dire est-ce que la fissuration est préjudiciable, c'est-à-dire nuisible, est-ce qu'il est préjudiciable, est-ce qu'il est très préjudiciable ou bien est-ce qu'il est peu préjudiciable. Donc une fissuration peu préjudiciable ou bien peu nuisible, donc on la considère pour les ouvrages au niveau des locaux clos et couverts, c'est-à-dire à l'intérieur des bâtiments et non soumis à des condensations. Non soumis à des condensations, c'est-à-dire la vapeur d'eau. Ou bien, on considère que la fissuration est préjudiciable pour les éléments exposés aux intempéries ou aux condensations. Donc, c'est-à-dire à l'extérieur du bâtiment ou bien dans les locaux où on a de la vapeur d'eau, exemple les salles de bain, les hammams, etc. Donc, il existe des condensations qui sont très nuisibles pour
nuisible plutôt pour la structure. On parle d'une fissuration très nuisible ou bien très préjudiciable pour les éléments de structure exposés à un milieu agressif, notamment l'eau de mer ou bien une atmosphère marine, c'est-à-dire des brouillards exposés aux brouillards salins. Donc là, la fissuration est considérée comme très préjudiciable, c'est-à-dire si on a des fissures au niveau de la structure, l'acier sera rapidement dégradé. Voilà. Donc, pour le premier cas, fissuration peu nuisible, les calculs ne sont pas justifiés à l'état limite de service, c'est-à-dire on va faire les calculs seulement à l'état limite ultime. Si par contre on a une fissuration préjudiciable ou bien très préjudiciable, et bien là on va calculer la structure aussi à l'état limite de service. Donc pour la fissuration préjudiciable, la contrainte limite de traction de l'acier sera égale à l'inférieur entre 2 sur 3 FE et 110 racine eta fois FTJ, avec eta c'est un coefficient de fissuration de l'acier et qui est égal dans le cas courant 1,6, et FTJ c'est la résistance caractéristique à la traction du béton, et bien sûr donc on a déjà vu qu'il sera déduit à partir de sa résistance à la compression. Donc on va calculer cette grandeur 2 sur 3 FE et celle-là, et on va choisir la valeur minimale entre les deux. Même chose pour le cas de la fissuration très préjudiciable, on va calculer cette grandeur 0,5 FE et celle-là 90 racine eta qui est égal à 1,6 fois FTG. Donc on va calculer cette grandeur et celle-là, on va choisir la valeur minimale entre les deux, et bien sûr ça va constituer la contrainte limite de traction de l'acier à ne pas dépasser pour éviter l'ouverture des fissures. Donc c'est tout ce qui concerne donc la première partie au niveau du module calcul de structure. Merci pour votre attention.